Alors j'appelle Gilles Babinet, si tu veux t'installer à cette table, pour La Voie prospective, qui a pour titre « De l'ère industrielle à l'ère des réseaux, quand les citoyens connectés deviennent contre-pouvoir ». Gilles Babinet est fondateur de eyeka.com et de Captain Dash. Il a créé un certain nombre d'autres entreprises. Il a été nommé en 2012 Digital Champion, responsable des enjeux du numérique pour la France, auprès de l'Europe. C'est le premier président du Conseil national du numérique en 2011, et il est aussi l'auteur d'un rapport pour un New Deal numérique et du livre « L'ère numérique, un nouvel âge de l'humanité ». Voilà, Gilles, à toi. Merci. Merci et 2 fois merci parce que je suis tellement heureux que Joël, Véronique et beaucoup d'autres sans doute aient permis à cette matinée, cette journée d'avoir lieu, parce que je crois que le plus important c'est que ce pays débatte, que ces enjeux de la modernité soit consubstantiel à notre développement. Et je crois que les questions qui se posent sont extrêmement nombreuses. Ces questions, c'est de savoir si la propriété, par exemple, sera toujours une valeur cardinale demain, si l'espace géographique sera toujours l'espace du droit, on voit aujourd'hui que c'est remis en cause, si les lieux de savoir vont se perpétuer. Je crois que c'est aussi une notion qui est intéressante à l'ère des MOOC. Et je crois qu'au-delà de ça, il y a un vrai enjeu à l'égard des hiérarchies sociales, des hiérarchies du savoir. On voit que l'intelligence des foules vient remettre ces notions en cause de façon assez forte. Des gens sont capables de déplier des protéines mieux que des scientifiques. Et ces notions, il me semble, nécessitent de questionner jusqu'à l'essence même de notre modèle occidental, du modèle de développement qui finalement est celui après lequel court l'ensemble de la planète, l'entropie consumériste, telle qu'on pourrait l'appeler, qui est avant tout orientée vers la satisfaction d'un plus grand nombre de pulsions possibles, la consommation, les loisirs, l'oisiveté, des notions qui sont cardinales et qu'on considère comme centrales au modèle occidental. Eh bien, je crois que à l'ère où effectivement la continuation de ce modèle est un modèle qu'on pourrait appeler transhumaniste, ça semble logique et c'est quelque chose qui n'est pas remis vraiment en cause. Je ne crois pas qu'il y ait des débats d'intellectuels à l'échelle de la planète concernant ces sujets. Le risque de formatage, la censure, le risque de formatage de l'humanité est réel. Un risque de voir une humanité où finalement les machines seraient là pour satisfaire nos pulsions et y répondre au mieux qu'elles peuvent. Et je crois que dans ce projet, il y a un risque de rectification morale qui nous pose des questions. Et ce sont des questions que se posent également des chercheurs en neurosciences. Est-ce qu'on doit corriger les aspérités cérébrales? Il y a certainement des opportunités à ça. Je pense à l'émergence de maladies comme la schizophrénie, qu'on étudie beaucoup sous cet angle actuellement. Mais il y a aussi le risque que les déviances potentielles soient rééduquées et que tout le monde s'inscrive dans un projet de société unique. Et je pense que quand Stephen Hawking, il y a 3 semaines, nous interpelle en disant que on doit se poser la question de la société, de l'intelligence artificielle et de la forme qu'on souhaite lui donner, je crois qu'il ne fait pas ça par hasard. Je pense qu'il le fait parce que il a conscience que, au travers de ce développement absolu, on voit effectivement tous ces risques, ces processus neurocognitifs qui sont de plus en plus puissants, qui sont très intrigants, mais qui pourraient conditionner la psyché d'une façon radicale et qui auraient comme conséquence de faire de nous des cordes de moutons. Et je crois que même si mes propos pourraient à certains égards en gêner certains, je crois qu'il faut nous poser la question de savoir quel est finalement le bonheur. Qu'est-ce que c'est que cette notion et qu'est-ce que c'est que cette définition de l'évolution intime de l'humanité telle qu'on l'aperçoit? Et je voudrais poser la question de savoir ce que nous savons de cela au-delà de la croissance de l'espérance de vie, du bien-être, ou plutôt du bien consommé, matériel, de la liberté de l'expression, dans le cadre du champ dialectique connu qui est celui que l'on croit définir comme étant des aspirations souveraines, tellement souveraines qu'on ne les questionne pas toujours. Et je pense que ces notions-là ont surtout des aspects quantitatifs, des aspects mesurables,
et quantitatif. Je voudrais revenir sur cette notion de transhumanisme. J'ai longtemps pensé que Kurzweil était un illuminé. Mais ce que j'observe dans mon métier à l'égard de la big data, en médecine, en sciences, me pousse à penser qu'il a finalement raison. Les machines vont être meilleures que nous pour faire la cuisine, produire des richesses, nous transporter, nous défendre, peut-être un jour faire l'amour, et pourquoi pas nous tenir compagnie. On voit qu'il y a des robots qui tiennent compagnie aux gens aujourd'hui. Et je crois que, en ce qui concerne la très grande valeur morale de l'humanité, celle qu'elle a mis devant toutes les autres, et finalement, à l'aune du projet que je vous évoque, le projet occidental, c'est l'utilité sociale. Et il faut admettre que sur ce projet, les machines ont commencé à nous supplanter. Et ce sentiment d'être inutile frappe déjà beaucoup d'entre nous et pourrait s'étendre largement. Les bons travailleurs, ceux qui sont des utiles sociaux, ceux que l'on admire, vont être amenés à disparaître peu à peu. Et de nombreux autres débats devraient être évoqués. Je pense à celui de la répartition des richesses. Vous savez que celle-ci a tendance à se concentrer à une vitesse hallucinante. Et je crois que ce n'est pas la globalisation qui veut ça. C'est peut-être quelque chose qui est une contradiction avec la pensée unique, mais c'est bien le numérique, parce que c'est le numérique qui permet la globalisation. C'est le numérique qui a permis que les marchés financiers soient unifiés. C'est le numérique qui a permis que on baisse les coûts des frontières et qu'on unifie les marchés parce que on est capable d'avoir une réciprocité de l'information qui permet cela. Et bien donc, ce numérique est en train d'accroître très globalement les gains de productivité et il les accroît au bénéfice de quelques-uns. Les 100 personnes les plus riches en Royaume-Uni sont 6 fois plus riches qu'il y a 10 ans. Et je crois que ça devrait nous interpeller parce que c'est au-delà du fait qu'on doit se poser la question du projet occidentaliste, on doit aussi se poser la question du projet de répartition des richesses qui est porté par ce projet occidentaliste. Et donc, nos critiques à l'égard de Kurzweil doivent aussi adresser la logique libertarienne et utilitariste en vogue outre-Atlantique, et de savoir si ce modèle, aussi pertinent qu'il en est en apparence l'air, est un modèle auquel on doit potentiellement opposer quelque chose. Et je crois qu'on doit opposer quelque chose à ça. Et on doit opposer quelque chose qui est moderne et qui n'est pas un refus de la modernité et qui est pensé pour recréer une société à l'égard de cette modernité. C'est vraiment la notion qui me semble la plus importante. Ce n'est pas l'efficacité des plateformes qu'il faut contester, c'est la façon dont elles se développent. Et je crois que cette affirmation en apparence imparable de l'efficacité du marché démontre surtout que le marché, l'efficacité de la réciprocité de l'information n'est pas une fin en soi. Et il me semble que il ne se passe pas un mois sans que je lise qu'il y a une évidence que l'humanité doit devenir transhumaniste et que c'est une finalité logique d'une société qui finalement privilégie l'efficacité au détriment de la qualité. Et on vit en fait un instant unique et fragile, l'instant où nous avons le choix de définir ce projet social. L'instant où nous devons définir ce que nous voulons collectivement en tant qu'humanité. Et je crois que beaucoup de ces questions se posent à nous. C'est des questions qui sont prégnantes et qui sont passionnantes. Par exemple, est-ce que la propriété intellectuelle qui a été conçue au XVIIIe siècle, je parle de la propriété industrielle, la propriété à l'égard de l'art, doit être toujours une nécessité à l'aune du XXIe siècle et de la société de la connaissance? Est-ce que la société éducative, est-ce que les processus éducatifs ne doivent pas être totalement repensés à l'ère d'une société qui n'a plus besoin d'accumuler les quantités de connaissances pour soi-même, mais plutôt de faire en sorte que apprendre à apprendre devienne une notion essentielle de nos sociétés? Et j'irai même plus loin. Est-ce qu'à l'époque de la concentration des capitaux, il ne faut pas penser quelque chose qui soit post-capitaliste et qui permette de faire en sorte que la répartition des richesses soit corrigée et faire en sorte que notre société continue d'être harmonieuse? Je crois que il va nous falloir choisir et agir. Il va nous falloir dépasser les lignes maginaux de la pensée. Et ces lignes maginaux qui sont en apparence indestructibles, mais qui ne sont que du vent parce que ce sont des peurs qui les façonnent. Et ce sont des concepts, en fait, que l'on contourne. Et la réalité, c'est de définir en tant qu'être humain
ce qui est transcendant. Et je sais que j'ai eu un échange avec Joël à cet égard. Il dirait évanescent, et je crois qu'il a raison, mais je crois que c'est important parce que l'autre projet, c'est celui d'un monde incrémental, d'un monde qui progresse vers une finalité en apparence inéluctable parce qu'elle a été définie par nos pères et par les pères de nos pères. Et pour autant, ce que nous découvrons, par exemple en science, c'est que rien n'est inéluctable. Les savoirs, ce qu'on a découvert en science le plus récemment, nous montre que tout peut être remis en cause. À commencer par des pensées qui sont érigées en forme de religion. Je pense par exemple au darwinisme, qui avec l'épigénétique a été fortement modifié, même si le projet, enfin en tout cas la perception initiale reste vraie, c'est quelque chose qui est tout à fait inattendu. Et je crois qu'il faut, à l'égard de la pensée, avoir la possibilité d'imaginer la pensée comme quelque chose de rupturiste. Et se dire que la perception de l'utilitarisme à l'ère des robots pourrait avoir trop de sens ou plus de sens. Et je pense qu'il faut contester la pensée libertarienne, la pensée réductionniste, qu'on devra laisser aux machines. Le réductionnisme s'oppose à la pensée synthétique et il faudra laisser ce projet aux machines. Et je crois que, encore une fois, les machines ne seront toujours que des machines. Et elles ne sont pas généreuses, elles ne sont pas émues, elles ne sont pas admirables. Et les machines ont la faiblesse de ne pas avoir ce subconscient qui nous projette dans l'irrationnel et finalement dans la transcendance. Je crois que, comme dans toutes les périodes de changement majeur, il y a des conservateurs et il y a des pionniers. Il y a des gens qui n'ont pas peur et il y en a d'autres qui ont peur. Il y a des gens qui éprouvent la joie et il y en a qui éprouvent une tristesse inquiète. Et je crois que c'est ça l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on s'empare de toutes ces caractéristiques de la modernité en se disant que c'est nous qui décidons et c'est à nous de décider le projet humain. Et comme le disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine des l'âme. Je crois qu'il s'agit de construire une société de la connaissance mais aussi une société de la conscience. Et je rêve de cette société, je rêve d'une société qui réunifierait conscience avec connaissance. Je pense à Darwin qui, dans les dernières années de sa vie, était à la fois un savant reconnu, mais en même temps un savant dévasté, qui était dépressif parce que cette perception synthétique et magnifique de la nature, il l'avait perdue. Et je crois que c'est le moment de retrouver ça. Et je vous dirais une dernière chose, je vous dirais que Pancho Villa a dit « 100 hommes décidés font une révolution ». Et je crois qu'ici, il y a plus de 100 hommes. Et je vous invite à être finalement les fers de lance de cette révolution qui nous tend les bras. Merci beaucoup.